Bonjour à tous, c'est le regardeur de vidéos et aujourd'hui, je vais regarder une vidéo. Euh, la vidéo en question, ça sera Agression sexuelle, le calvaire des Françaises, publié récemment. Récemment? Attends, c'est sorti le 10 avril. Oh, ah non, je pensais que c'était une nouvelle vidéo, mais en fait c'est sorti il y a déjà 6 jours. Autant pour moi. Donc une vidéo de VA+, voilà, qui ont déjà atteint les 100 000 abonnés. Félicitations à eux. Du coup, d'ailleurs, je me suis pas abonné. Je crois que je devrais le faire finalement. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai une chaîne pour regarder des vidéos pour la chaîne en question, la chaîne que vous regardez actuellement. Et j'ai d'autres chaînes YouTube. Et du coup, c'est sur ces chaînes YouTube où je m'abonne en fait. Où je m'abonne à VA+, il y a plein d'autres chaînes YouTube. Donc nous allons commencer la vidéo et ensuite je dirai ce que j'en pense. Voilà. Et on se dit que ça arrive aux autres et que ça peut... On calcule pas tellement, on fait beaucoup moins attention et on se dit que ça arrive aux autres et que ça peut pas nous arriver à nous. Aujourd'hui, toute fille qui se balade en France prend le métro, peut-être plus dans les zones urbaines, on est souvent embêté. Et là, il me dit, bah écoute, si tu veux, je t'avance, je sais très bien où c'est, ça prend 10 minutes en voiture. Il commence à mettre le chauffage très très fort, il me dit, c'est pour que tu sois à l'aise. J'étais avec un ami dans le métro. À travers une vitre, je voyais qu'il y avait un homme qui me regardait bizarrement. Et là, je vois cet homme courir. Il m'a plaqué contre l'escalator et il m'a touché les fesses pendant vraiment 10 secondes, vraiment en appuyant. Et après, il a commencé à m'insulter en disant que je cherchais ça. J'avais un pantalon en cuir et du coup, il trouvait que je méritais ce qu'il était en train de me faire. Le contrôleur a tout de suite compris et il a essayé de courir et de rattraper l'agresseur, mais l'agresseur est parti directement. Dans ce bus, il y avait pas mal de monde, il était plein. Il y a un homme qui s'est assis à côté de moi. Il a commencé à mettre sa main au niveau de mon sexe et il a commencé à faire des mouvements. Ce qui l'a fait s'arrêter, c'est qu'il a reçu un coup de téléphone et ensuite il est descendu du bus et moi j'ai pas bougé. Je lui dis que je cherchais un arrêt de bus pour rentrer à la gare de ma ville. Et là, il me dit, bah écoute, si tu veux, je t'avance, je sais très bien où c'est, ça prend 10 minutes en voiture. Il commence à mettre le chauffage très très fort, il me dit, c'est pour que tu sois à l'aise. J'étais pas du tout à l'aise, mais je voulais pas le montrer parce que j'avais peur. Assez rapidement, je m'aperçois qu'on va pas du tout à l'endroit où je voulais aller. Donc j'arrive chez lui dans son salon. J'ai très très bien regardé la manière dont il fermait la porte. Je savais pas quoi faire, je savais pas comment me tirer de là, d'autant plus que je le vois, il préparait sa chambre, c'était super glauque, il y avait rien sauf son petit lit, une place avec une photo de lui et sûrement sa femme. Donc je lui ai dit, par contre j'ai soif, j'ai besoin de boire un peu pour me détendre, ça me stresse un peu, t'es un peu plus âgé que moi. Le mec part dans sa cuisine et là... je prends toutes mes forces et je commence à m'enfuir de chez lui, donc je me rappelais comment ouvrir la porte. Et ensuite, je me rappelle plus très bien, je sais que j'ai couru, sans m'arrêter, jusqu'à chez moi certainement. J'étais devant un bar, j'avais environ 14-15 ans, j'étais avec des amis. Sont arrivées 3 personnes qui ont commencé à nous embêter, à nous provoquer. Et j'avais un t-shirt pas vulgaire, mais légèrement décolleté. Un de ces hommes, parce qu'ils avaient au moins 25 ans, m'a regardé et m'a dit « Ah, mais toi, avec tes gros seins, tu dois tellement bien faire une branlette espagnole. » À 14-15 ans, ça marque. Je suis rentrée dans la station Luxembourg, on était tous extrêmement collés puisqu'il y avait des problèmes sur la ligne. Ensuite, ça avance, je vois il y a beaucoup moins de monde en fait, et que le type qui était devant moi, en fait, il était encore très proche de moi. Je baisse les yeux et je vois en fait que c'est tout gonflé en fait au niveau de son pantalon. Je l'ai poussé pour le sortir de la rame. Les gens ont vu ce qui s'est passé et donc il a passé un sale quart d'heure. Et finalement, il est sorti parce qu'il s'est fait un petit peu lyncher par les gens. Après l'agression, en fait, c'était énormément de culpabilité. Le premier mot que j'ai dit à mon agresseur, c'était je vous demande pardon. Et en fait, avec du recul, je me dis que c'est quand même incroyable. Ça m'a vachement fait culpabiliser. Je me suis dit, mais est-ce que les gens dans la rue, quand ils me voient, ils pensent ça de moi ? Sally,
coupable aussi. J'avais l'impression que j'aurais dû faire quelque chose. Vidée, en fait, comme si je comprenais pas, dans incompréhension totale. Je me suis sentie très bien, tout allait très bien. En fait, j'y ai plus jamais repensé. Après l'agression, j'étais assez perturbée, je savais pas trop quoi faire parce que c'est pas le genre de choses dont on va peut-être parler à son père. Dans un autre contexte, le mec aurait pu aller quand même beaucoup plus loin. J'ai gardé ça et je suis rentrée chez moi, il y avait ma mère, je me suis mise à fondre en larmes. Je me sentais sale, quoi, j'ai pris plusieurs douches. J'ai quand même beaucoup pleuré, j'ai eu un peu une crise de panique. Je pense que j'ai mis 2-3 semaines. Je psychotais en fait que l'agresseur connaisse mon adresse et vienne chez moi dans ma chambre étudiante. Cet épisode a duré que 10-15 secondes, mais ça a eu un impact pendant quand même un mois. Je pense que ça a joué pas mal sur ma relation avec les hommes ensuite. C'est que j'ai vraiment eu une période où je me respectais plus du tout. C'est-à-dire que même dans mes relations avec les hommes et tout ça, j'ai eu tout d'un coup une envie de tout tester, de me mettre en danger. Comme il s'était passé ça avec cet homme, en fait, tous les hommes pouvaient m'atteindre. Ce monsieur-là, je l'ai recroisé dans ma ville 1 an après et il m'a regardé sans être gêné, avec un regard super malsain et un petit sourire sur le coin. Ça a commencé à peut-être mûrir une certaine méfiance envers les hommes, à changer de trottoir plus régulièrement. Dès qu'on va voir un groupe de 3 mecs, peut-être que si j'étais dehors en train de fumer une cigarette, je vais rentrer automatiquement. Il y a quelque chose qui s'appelle l'impuissance acquise, je crois. C'est quand on répète une expérience, le fait d'avoir revécu plusieurs fois une expérience nous permet de changer son comportement. Et le fait que quand j'agis, je me sens mieux après, ça m'a permis en fait sur de long terme de toujours avoir la même réaction, c'est-à-dire jamais rentrer dans cette espèce d'état de sidération que beaucoup de femmes décrivent. Il y avait vraiment personne. Je pense que c'est pour ça qu'il est descendu. En fait, il pensait que j'allais descendre du coup avec mon copain. Et comme il n'y avait vraiment personne, parce que c'était couvre-feu et qu'il était assez tard, voilà, il s'est dit c'est le bon plan parce qu'il y avait vraiment aucun témoin. Donc pas de réaction, mais je pourrais pas dire. J'étais vraiment focus sur droit devant moi et je bougeais plus, quoi. Ce qui m'a choquée, c'est que cette personne n'était absolument pas gênée. Pour lui, c'était normal. Enfin, je crois que j'avais 17 ans. Lui, il en avait 45. On avait l'impression que c'était tout à fait normal, ce qui faisait qu'il avait l'habitude. Les gens autour, bah non, ils continuaient leur vie, franchement, comme si c'était un spectacle. Ils ont absolument pas bougé. Même un homme qui nous avait vus avant, il est passé, regardé, et ça l'a pas... Il y avait du monde autour de moi, les gens ne s'en sont pas rendus compte au départ. Et puis quand j'ai poussé le type, tout le monde a compris ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont commencé à lui dire qu'il était dégueulasse, qu'il devait sortir de la rame. Là où il faut que ça change, c'est surtout dans l'honnêteté vis-à-vis du profil de l'agresseur. J'avais fait un tweet en fustigeant une campagne publicitaire de la mairie de Bordeaux qui, contre le harcèlement de rue et le harcèlement dans les transports, montrait un blanc de 50 ans avec une cravate, etc. C'était ça qui était très agaçant. Avec les hommes qui sont bien, on n'agit plus de la même manière. On peut avoir peur de tous les hommes. Alors qu'en fait, on peut pas en faire une généralité. Il y a un problème de culture, d'éducation, je sais pas, mais c'est absolument pas normal. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur certaines personnes qui sont plus fragiles. Il est temps que ça change parce que y en a de plus en plus, parce qu'on est en insécurité totale, que même si la police elle est à côté, elle préfère faire des amendes aux gens qui rentrent chez eux du boulot. Nous, ça nous est arrivé quand on était adolescente. Moi, j'ai une petite sœur de 14 ans. Quand elle me raconte sa vie, je me dis, mais c'est de plus en plus tôt, en fait, les histoires comme ça. Alors, que faire? Comment aider une femme lorsqu'elle se trouve en difficulté? On vous rassure, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de sport de combat ou de mesurer 1m90. Allez vers la victime et faites semblant de la reconnaître. Comment ça va, Julie? Ça fait un bail, tu te souviens de moi? Ainsi, vous évitez de laisser la victime seule face à l'agresseur, et ça peut permettre de le décourager. Vous pouvez aussi désamorcer l'agresseur en allant lui parler, en lui demandant l'heure ou le chemin. Ça permettra à la victime de s'esquiver ou de trouver de l'aide pendant que vous faites diversion. Sachez également qu'en le distrayant, vous pouvez sortir un petit peu l'agresseur de sa bulle, de sa phase agressive. Si vous êtes témoin d'une situation qui pourrait dégénérer, demandez de l'aide. Organisez-vous avec ceux qui vous entourent, chargez une personne de contacter la police, une autre de rameuter des gens, et découragez l'agresseur d'aller plus loin en l'intimidant par le nombre. Enfin, dans tous les cas, faites preuve de discernement. Ne cherchez pas à faire justice vous-même ou à agir trop vite. Vous pouvez vous trouver confronté à des personnes dangereuses, armées, et vous risquez par votre imprudence d'aggraver la situation.
Bon. Alors, je vais dire en fait ce que je pense de la vidéo et avant ça, je vais lire les commentaires. Alors, Théo Dagan de Liancourt qui dit: les féministes ne régleront jamais le problème tant qu'elles nieront la vérité de qui agresse dans la rue. Bravo pour cette vidéo pertinente et utile. Kansen qui dit: j'avais 17 ans, lui c'était un mineur isolé de 45 ans. Bah voyons. J'ai pas compris en fait. Il y a une confusion, je comprends pas. J'avais 17 ans, lui c'était un... Est-ce que c'est une blague ou pas? Ou c'est une personne qui a dit ça dans la vidéo? J'ai pas le souvenir. Drago King Njordsson qui dit: je me souviens du jeune Augustin qui, à Lyon, a eu une réaction parfaite en tentant de protéger 2 jeunes filles. Il s'est fait lyncher par les agresseurs, puis s'est vu être désavoué par une des 2 victimes et les médias. Putain, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est ignoble. Tu te rends compte, tu sauves, tu aides 2 personnes qui sont emmerdées par des gros connards de racailles. Et ensuite, il se fait lyncher. Et puis t'as une des 2 victimes qui... Enfin... Et puis évidemment, les médias, c'est un classique, évidemment. Parce qu'évidemment, il y a un contexte... ça dépend des médias, évidemment. Je suis certain que voilà, les médias de gauche sont plus là... déjà, ils fermeront les yeux sur ce genre de choses. C'est classique, hein, tout le monde sait ça. Mais surtout, le souci, c'est que si jamais on est obligé de mettre ça en avant, regardez le problème là, lié à ça c'est un problème lié à l'immigration, à l'éducation, à la culture, évidemment. On va plus culpabiliser les victimes. Des choses comme ça, des choses vraiment très énervantes. Donc évidemment, quand je vois cette vidéo, moi ça me révolte. Parce que je dis, ouais, ça peut être ma copine, ça peut être ma sœur. Bon, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, mais ça peut être ça peut être ma mère. Enfin, ça peut être, enfin, voilà, ils sont plutôt très jeunes. Ma mère n'est plus aussi jeune qu'avant, mais ça peut être quelqu'un que j'aime et ça peut arriver à tout le monde. Et il y a des gens dehors qui se comportent comme des gros prédateurs et qui pensent que les femmes c'est des proies. Voilà. C'est des proies. Elles doivent accepter leurs conditions de proie. C'est normal d'être chassé comme un bout de viande. Et à ces gens-là, je parle des agresseurs, des harceleurs, c'est pas par féminisme que je dis ça, parce que c'est juste le bon sens en fait qui veut ça, c'est tout simplement le bon sens. Et en fait, alors je vais juste lire Antoine Descartes qui dit je suis un homme, j'ai la trentaine, je suis basané, un mix entre un père de Haute-Savoie et une mère antillaise. J'ai peur d'un long pavé, mais on va quand même... Non, ça va. Je ne vis plus en France, mais j'ai l'occasion de venir régulièrement. L'endroit où le regard des gens est plus douloureux. C'est ici en France. Ah ouais, c'est ici en France. Mon profil de grand mec basané est devenu un fardeau alors que je suis quelqu'un d'élégant, avec un accent neutre qui use d'un français agréable en société. Bien que je fasse partie des gens très corrects, je sens bien que je dois passer au-delà d'une certaine méfiance, notamment avec les femmes, que je ne drague jamais tant en couple depuis très longtemps et comblé. Personnellement, même avant d'être en couple, j'ai jamais dragué aucune femme dans ma vie. Parce que je suis quelqu'un de terriblement timide, mais maladivement timide.
là, ça se remarque pas parce que je suis face caméra, donc ça va. Mais dans la réalité, je suis quelqu'un de très, je dirais pas renfermé, mais je suis quelqu'un d'assez très asocial. Donc, je n'aime pas emmerder les gens. Je suis plutôt quelqu'un qui aime bien rester dans son coin. Et quand une fille me plaît, je dis rien. Je dis rien. Tant pis. Voilà, je sais que j'ai aucune chance, donc il y a une fille qui me plaît. Généralement, c'est des gens que je connais, donc des collègues de travail, des choses comme ça. Donc, quand il y a une collègue qui me charme, souvent j'essaye au maximum. Ça m'est déjà arrivé qu'une collègue en faisait un peu trop avec moi, et je savais que c'était pas sérieux, que c'était une façon de tester le sex appeal. Et moi, je savais, et je suis pas naïf, voilà, je me suis déjà fait avoir une fois. Donc moi, je suis pas du genre à draguer. Généralement, les filles, généralement dans la rue, je les adresse pas la parole, justement parce que je sais que beaucoup, ça leur fait chier qu'on leur adresse la parole. Parce que généralement, c'est toujours pour la même chose, pour draguer lourdement. Donc du coup, quand je trouve pas mon chemin, je parle aux mecs, voilà, j'interpelle les hommes. Bon, maintenant que j'ai un smartphone, maintenant j'ai plus besoin de faire ça. Mais il y a presque 10 ans, j'étais obligé d'arrêter des gens dans la rue pour leur demander mon chemin. Et j'évitais de parler aux femmes parce que justement je prenais conscience que beaucoup d'entre elles, ça leur faisait chier. Et j'accepte ça, il n'y a pas de souci. Donc je sais parfaitement pourquoi. J'ai malheureusement atteint qui rappelle un enrichissement culturel qui appauvrit la qualité des échanges dans ce pays. Mesdames, si c'est toujours les mêmes, n'ayez pas honte de le dire. Je n'en veux pas à ceux qui se posent la question, à ceux qui me regardent avec méfiance. J'en veux à ceux qui ont transformé ma couleur de peau en un défaut. Voilà. Ça c'est l'esprit éclairé voilà. C'est ça qu'il faut. Il faut que les personnes issues des minorités qui passent leur temps à se plaindre de racisme constamment puissent adopter cette vision-là, puissent adopter cette pensée-là, de se dire, oui, il y a des gens qui me méprisent alors que je ne fais rien de mal, mais pourquoi ? C'est ça en fait. Plutôt que de dire ce sont juste d'ignobles racistes, le réflexe, la façon dont on devrait voir les choses, c'est de se dire qui a nourri cette réputation. Et là, vous aurez la réponse. Vous vous apercevrez que finalement, oui, vous n'y êtes pour rien, mais les gens qui ont des préjugés sur vous, ils y sont pour rien non plus, parce que il y a une accumulation d'expériences négatives qui ont poussé ces gens à adopter cette vision-là. Et ceux qui peuvent changer les choses, vous n'allez pas forcer quelqu'un à ne plus avoir de préjugés à votre égard. Ceux qui peuvent changer les choses, ce sont les individus qui foutent la merde. Et c'est pour ça que moi, quand je dis ceux qui fabriquent les racistes en France, c'est la racaille, c'est les terroristes, c'est tous ces gens-là qui pourrissent la réputation d'une minorité, que ce soit chez les Noirs ou les Arabes. C'est eux en fait, vous voyez. Quand je dis eux, je parle de la racaille, vous voyez, de ceux qui pourrissent, parce qu'évidemment il y a des Noirs et des Arabes et tout ce que tu veux, des métis qui ont vraiment, qui sont à des années-lumière d'être des gros délinquants violents, d'être des dégénérés complètement stupides qui ne réagissent que par l'instinct, qui sont purement bestialement instinctives, qui n'arrivent pas à réfléchir, à cogiter, à connecter leurs neurones défaillants. Il y en a plein, c'est juste que malheureusement, comme on dit, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Même si je dirais plutôt plein d'arbres qui tombent feront beaucoup plus de bruit que quelques arbres qui poussent silencieusement. Je fais partie de ces arbres qui poussent silencieusement. Plus maintenant, depuis que je fais des vidéos.
Maintenant, j'ose m'exprimer. Avant, j'avais un peu du mal. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut, en fait. Dans notre société, pour justement régler le problème du racisme, c'est qu'il y ait plus de gens comme lui et comme moi, parce que je suis issu des minorités, ce qu'on appelle la minorité visible, et c'est ces gens-là qui doivent se montrer bien plus que les Adam, je sais plus comment, vous savez, le gang Traoré, ou je ne sais quel Camélia Jordana et toute la clique antiraciste à la con qu'on voit dans les médias constamment, comme tous ces trucs à SOS Racisme et compagnie, et Yacine Bellatar et tous ces gens-là, tous ces gens-là qui passent leur temps à chouiner, à pleurer comme ça, sniff sniff le racisme, sniff sniff l'islamophobie, tout ça. Ces gens-là, en fait, il faudrait les éclipser et mettre ces gens comme Antoine Descartes, il faut les mettre en avant. Il n'y a qu'eux qui peuvent provoquer justement l'éveil de la conscience chez les minorités qui passent leur temps à se plaindre de racisme et leur faire comprendre que le français, parce que le racisme, vous verrez, vous tomberez sur des gens profondément, violemment, mais très, des violents extrêmement racistes, voire même des assassins qui commettent des lynchages, des exactions dans plein de pays de la planète. Je pense par exemple au Rohingya, je ne me rappelle plus le nom du peuple, en Birmanie, ou bien plein d'autres minorités sur la planète qui se font malmener, exterminer, voire carrément exterminer, et dont on n'en dit rien. Je ne parle même pas de l'esclavage en Afrique ou en Libye par exemple par les islamistes, alors que c'est censé être aboli. Il y a des choses innommables qui se produisent sur la planète. Et vous avez des gens en France qui se plaignent du racisme, mais en fait, le racisme en France, en fait, il n'est pas aussi virulent que ce qu'on peut voir à l'étranger. Et les gens verront que le français de base n'est pas foncièrement raciste, il est seulement exaspéré. Il est seulement exaspéré parce que il est exaspéré par les dérives liées à l'immigration, liées au multiculturalisme, liées à toutes ces dérives que sont les mauvais comportements, la mauvaise mentalité, la stupidité crasse de certaines communautés, des individus appartenant à certaines communautés qui pourrissent la vie d'honnêtes citoyens qui ne font rien de mal à personne et qui doivent subir de leur chair ces gens-là, et qu'ils en peuvent plus. Voilà, ils en peuvent plus, ils le crient, et ça, je trouve que cette vidéo est excellente, parce que justement surtout à la fin, quand on explique, en gros, on dit les choses clairement. Votre mythe avec ces affiches politiquement correctes où vous mettez des blancs en train de harceler une femme, vous le jetez à la poubelle et essayez de montrer une image plus réaliste, et vous verrez que finalement le problème il est bien plus triste que ça. Souvent, évidemment, il y a des harceleurs de partout, mais statistiquement, on s'aperçoit que ceux qui foutent vraiment la merde, ceux qui agressent les femmes sexuellement dans la rue, qui ont des comportements complètement pervers, des gros dégénérés pervers, qui pensent qu'une femme c'est qu'un simple bout de viande, et que en gros si elle n'est pas voilée, ou si elle n'est pas habillée comme il faut, qu'elle est habillée légèrement parce que c'est l'été, ou je ne sais pas, ou juste simplement parce qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut, et elle mérite de subir ces agressions, et donc du coup généralement c'est vrai que c'est plus culturel, et le problème vient avant tout de l'éducation. Il n'y a pas à chier sur les raisons. Il y a des communautés qui sont plus civilisées que d'autres, et je maintiens ce que je dis, c'est un constat. Vous verrez jamais la communauté asiatique faire de telles choses, par exemple. Et c'est vrai que moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai observé.
à ma grande peine, de voir que, bon, j'ai pas eu besoin d'intervenir, mais c'est vrai que la plupart des hommes qui draguent lourdement jusqu'au point d'insulter des femmes dans la rue, bah, c'était plutôt des gens de type, de type maghrébin. Et pointer du doigt justement parce qu'on voit qu'il y a une répétition en fait, c'est seulement ça, c'est un constat. Ce n'est pas faire du racisme, c'est simplement de voir un constat et de se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a toujours la même communauté, presque la même communauté qui ressort à chaque fois. Et quand on fouille un peu plus, on s'aperçoit, on ne dit pas que c'est à cause des gènes ou quoi que ce soit, on s'aperçoit que c'est malheureusement bien plus triste que ça, c'est l'absence d'éducation et une culture qui peut parfois encourager ces individus à se comporter comme ça. Une culture qui pense que la femme, elle doit être voilée et rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et toutes les femmes qui sont un peu plus libres que cette catégorie de femmes que je viens de citer un instant, c'est insupportable. Parce que c'est culturellement pas acceptable à leurs yeux et qu'il est normal, du coup, que cette femme subisse des comportements déplacés, voire carrément des agressions. Et donc voilà, ça c'est vraiment un problème culturel et un problème lié à l'éducation. Les solutions, donc le présentateur vient de faire une petite liste de ce que devraient faire les hommes. Par contre, il ne dit pas ce que devraient faire les femmes, parce que c'est bien beau de dire comment les hommes doivent se comporter lorsque ce genre de choses arrive dans la rue, mais il faut savoir que les prédateurs, leur truc c'est... On les reconnaît par quoi ? Par leur lâcheté. C'est des gens qui sont profondément lâches. Ils vont faire ça à l'abri des regards. Ils vont faire ça quand ils verront que, par exemple, il n'y a personne dans la rame dans le wagon du train ou du métro. Quand la rue sera déserte, c'est à ce moment-là qu'il va passer à l'action. Et que doit faire la femme à ce moment-là ? Et là, on ne répond pas à la question dans cette vidéo, on demande juste, voilà, vous les hommes, ce que vous devriez faire. Et là, il dit, par contre, pas de violence. Honnêtement, je peux vous assurer que les gens de cette catégorie, vous savez, les harceleurs et les agresseurs sexuels, de base, quand on est comme ça, c'est qu'on peut faire pire, vous voyez. Moi, je vous dis, les gens qui sont capables de faire des choses comme ça, c'est que techniquement, ils sont capables de faire bien plus pire. Parce que faire ça, ça veut dire qu'on n'a pas de principe. Les gens qui ont un minimum de principes, des codes, qui se sont fixés des codes, qui ont des principes, une éducation, ne se permettront jamais de faire une telle chose. Et les gens qui ne se gênent pas de faire ce genre de choses, c'est que de base, ils n'ont pas de principe du tout. Ils s'en foutent complètement. Donc, ils sont dangereux, par essence. Dangereux. Et à ce moment-là, faire semblant de discuter avec une jeune fille qui serait en difficulté face à un agresseur, en lui demandant l'heure ou faire semblant que c'est notre ami, je ne pense pas que ça puisse marcher à tous les coups. Et je pense que il faut se défendre. Alors pour l'homme, ce serait bien que l'homme puisse intervenir, et s'il peut se défendre martialement, si j'ose user le terme, je ne sais pas si ça se dit, martialement parlant, avec force et vigueur, s'il peut le faire, qu'il le fasse, évidemment en évitant de le blesser gravement ou voire de le tuer. faut que je fasse attention à ce que je dis. Défendre, c'est-à-dire s'il pratique par exemple du judo ou du karaté ou je ne sais quel art martial, mais se défendre la jeune fille et se défendre soi-même aussi, parce qu'évidemment vous aurez affaire à quelqu'un de dangereux. Il y a aussi le port d'armes. Je sais que c'est très... attention, je ne parle pas du port d'armes à feu. Évidemment, vous n'allez pas plomber un harceleur, même si ce qu'il a fait est grave, vous n'allez pas sortir votre flingue pour le buter. Il ne s'agit pas de ça, et je parle d'armes d'autodéfense, d'armes de défense, comme les tasers ou bien les bombes lacrymogènes.
il faudrait que les femmes puissent en avoir. Il faudrait, parce que je sais que non, vous savez que normalement ce n'est pas autorisé. J'ai eu, personnellement, je me suis fait agresser. Alors moi, je me suis pas fait agresser sexuellement. J'ai été agressé physiquement après une tentative de vol de vélo. Je sais pas ce qui se passe avec mes vélos, mais à chaque fois je m'en fais voler. Là, j'ai mon 6e vélo en 10 ans. Entre 2011 et 2021, je me suis acheté 6 vélos. Tous les autres ont été volés. Et le 5e vélo avant le 6e que j'ai actuellement, on a tenté de me le voler une première fois et ensuite on me l'a volé une seconde fois, une semaine après seulement. Et la première fois, c'était une tentative avec violence. Donc c'était une personne de type Jean du Voyage qui était accompagné de son fils qui a tenté de voler mon vélo pendant que j'étais en train de jeter les déchets à la poubelle. J'avais déposé mon vélo seulement à quelques mètres des poubelles. Et en 20 secondes seulement, le mec, il s'arrête avec sa voiture, il prend le vélo et il le met dans le coffre de sa voiture. Je m'interpose, je lui demande de me rendre mon vélo. Et c'est là qu'il pète les plombs et qu'il commence à me frapper. Et en fait, c'est une agression qui m'a vraiment traumatisé. Je sais, on va dire, voilà, t'es un fragile, pensez ce que vous voulez. C'est vrai que moi, parce que moi, je déteste la violence. Je vous le dis, j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur de ça. Et c'est pour ça que je suis misanthrope aussi. Parce que je sais que l'humain est une bête infernale. Et du coup, je méprise les mauvaises personnes, parce que justement, je déteste la violence. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tellement marqué, cette violence, cette agression gratuite m'a tellement marqué que, et en plus c'est pas la première fois, parce que bon, je vais pas vous raconter toutes les autres agressions que j'ai subies par le passé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans une armerie pour m'acheter une bombe lacrymogène et un poing américain. Alors un choker plutôt précisément, c'est un poing américain qui provoque des chocs électriques. Sauf qu'à un moment, j'ai eu un problème avec la police qui m'ont fait comprendre que je n'avais pas le droit d'avoir une bombe lacrymogène dans ma poche. Bon, il n'y a pas eu de suite, évidemment, à ça. Mais quand je leur ai expliqué que c'est parce que j'ai subi une agression et que je ne voudrais pas que ça se reproduise, que j'aimerais pouvoir avoir la chance de me défendre et de ne pas finir aux urgences avec des hématomes, bon, ils ont compris. Mais ils m'ont dit quand même que c'était pas autorisé. Et moi, je trouve pas ça normal. Je pense que ça devrait être autorisé pour chaque passant d'avoir au moins une bombe lacrymo dans sa poche ou dans son sac à main, juste au cas où. Parce que un coup bien placé dans les yeux lors d'une agression physique ou une agression sexuelle, si vous placez un pchit de bombe lacrymo bien placé entre les yeux de l'agresseur, ça peut être efficace parce que du coup vous l'aveuglez et ça vous permet, vous avez du coup toute l'occasion en fait de fuir. Vous pouvez courir et fuir pendant que la personne lui avec ses yeux irrités aura beaucoup de mal à vous poursuivre. Et donc on devrait autoriser des armes de défense. Et malheureusement, ce n'est pas autorisé, alors que les agresseurs comme tous ces gens, ces racailles, eux ne se gênent pas pour avoir des armes sur eux. Que ce soit, évidemment, eux ils ne se gênent pas pour avoir un couteau dans la poche ou je ne sais quoi, des armes très dangereuses. Alors que nous, on n'a pas le droit, parce que c'est dans la règle normalement, et on devrait changer la règle justement. Parce qu'il faut juste admettre, il faut que les règles puissent s'adapter au changement de notre société qui devient de plus en plus violent. Et on a une politique tellement mou du slip. Je sais pas si ça se dit, je pense pas que ce soit la bonne expression. Et et en fait, il y a un manque cruel, il y a un manque de courage politique. On ferme les yeux sur ces dérives. Tout le monde diront, voilà, regardez tout ce qui se passe actuellement. Personne ne fait rien. Que ce soit la population, comme la police, comme tout le monde diront qu'il y a vraiment, c'est infernal ce qui se passe. Et les seuls qui ne font rien, ce sont ceux qui ont véritablement le pouvoir de changer les choses, les politiciens. Sauf que eux, ils ne vivent pas dans les quartiers difficiles,
ils vivent tranquillement au sommet de leur tour d'ivoire, et donc du coup ils ne peuvent pas se mettre à notre place, et du coup et en plus à cause de leur manque de courage et de leur lâcheté, ne prendront pas des mesures efficaces et un peu plus dures, un peu plus fermes, pour pouvoir mettre un terme à ce cauchemar éveillé. Parce que pour moi, c'est un cauchemar éveillé. C'est pas aussi cauchemardesque que de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays étrangers, comme en Amérique du Sud, au Brésil, où il y a une criminalité ultra violente, enfin des choses comme ça. On n'a pas encore atteint ce degré de criminalité et de délinquance, mais je ne veux pas justement que la France finisse par être ce genre de pays-là. Vous voyez, finissent par sombrer et avoir le même taux de criminalité et de délinquance que ces pays-là. Et c'est pour ça qu'il faut changer les choses tout de suite. Il faut briser le cycle. Et moi, en fait, j'ai 3 solutions à ça. Je vais essayer de faire vite. Donc, j'avais dit au début que c'était un problème d'éducation et de culture. Donc, s'il y a des populations qui sont plus propices à provoquer ce genre de dérive, et ben en fait il faudrait faire du tri, pas le choix. Déjà, première chose, on fait un moratoire sur l'immigration, on arrête l'immigration, et ensuite on fait le tri déjà chez ceux qui sont déjà chez nous, ceux qui sont reconnus qui sont réputés pour causer des ennuis dans la société, qui sont reconnus pour avoir un casier judiciaire surchargé, qui posent vraiment un véritable problème sécuritaire dans le pays. S'il est étranger, on l'expulse. Si il est français de papier, on le déchoit, déchéance de nationalité et réémigration. Donc voilà. Sinon j'ai d'autres solutions qui sont beaucoup plus brutales, mais je sais pas si quand j'ai raconté ça à certains, ils ont été un peu trop choqués. Mais moi je trouve que, je sais pas, je me dis que c'est une bonne solution en même temps. Ça pourrait vraiment tout arranger sur le long terme. Parce que, par exemple, quand je leur dis l'ablation des testicules pour les violeurs, j'ai l'impression que ça gêne personne. Pourtant, ça me dérangerait pas, honnêtement. C'est ce qu'on faisait durant la Grèce antique, hein. On écrasait les couilles du violeur avec une pierre, avec un rocher. Sauf que là, on le fera plus proprement. Mais je dis, en fait, pour éviter de pondre des violeurs, des futurs violeurs, peut-être qu'il faudrait déjà commencer par la stérilisation de certains individus qui sont reconnus, enfin qui sont inaptes à éduquer. Voilà, parce que pondre des bestioles, pondre des petits humains, ça c'est à la portée de tous. Par contre, les éduquer, ça c'est une autre paire de manches. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment inaptes à éduquer correctement leurs enfants, ce qui fait que ils sont incapables de leur inculquer des valeurs, et cette absence d'éducation vont tragiquement plus tard provoquer toutes ces dérives, vont faire en sorte que le gamin, donc il y a une absence de repère chez ce gamin, pas de port d'attache, il n'a vraiment strictement rien, il n'a que la rue, entre ses parents et l'autre rive, c'est la rue. Donc il va subir toutes les mauvaises influences avec toutes les personnes qui partagent tristement le même destin, c'est-à-dire des individus désœuvrés qui ont des parents stupides, qui sont incapables d'éduquer correctement leurs gosses. Du coup, ça en fait des futurs racailles. Je dis cela parce qu'en fait, j'ai vécu dans plusieurs cités différentes et je sais de quoi je parle, que l'on veuille ou non. Ce que je dis est réel. Le problème, ce n'est pas un problème, c'est peut-être un problème génétique. Il y a certainement quelque part un problème génétique, mais là sur le coup il n'y a pas de preuve scientifique, donc je me réserve de donner cette raison-là. Mais en ce qui concerne l'éducation, il est clair et net. Antoine Descartes, il est métis. De mon côté aussi, c'est pareil. Donc on pourrait dire que voilà,
Il y a des gens nos semblables, entre guillemets, qui foutent la merde, et nous, on partage étrangement pas leur nature, vous voyez, leur nature bestiale de bêtes pervers, violents, dégénérés. On ne le partage pas. Du coup, pourtant, on a les mêmes origines. Pourquoi ? Pourquoi est-ce c'est le jour et la nuit entre eux et nous ? Donc je pense pas que ce soit génétique, mais je pense certainement que c'est vraiment dû à l'éducation. Parce que j'ai remarqué qu'en fait les parents qui arrivaient facilement à éduquer leurs enfants, les parents qui font preuve d'une grande intelligence, qui avaient plus de facilité à faire en sorte que avaient plus de facilité à éduquer correctement leurs gosses, et plus tard on s'apercevait que leurs gosses grandissaient sainement et adoptaient en fait la vision de leurs parents, en fait leurs valeurs, et tout ça, en fait ça faisait que ces enfants-là ne sombraient pas dans la délinquance, n'étaient pas violents. Ils étaient à des années-lumière de tout ce qu'on peut voir malheureusement dans les cités de France, dans beaucoup de cités en France. Et ça, c'est déjà la preuve qu'en fait, ce n'est pas forcément dû au gène, vous voyez, que ce n'est pas gêné. C'est vraiment l'éducation et la culture. Parce que la culture forge la mentalité. Ça forge, et ça... L'éducation, en fait, qu'est-ce que c'est l'éducation ? C'est inculquer, en fait, des principes à un enfant en fonction de ses valeurs. La culture forge la mentalité, ça forge des valeurs, et du coup c'est comme ça qu'on arrive à éduquer correctement son enfant. Et malheureusement dans beaucoup de cultures, toutes les cultures ne se valent pas, qu'on le veuille ou non. Je sais que c'est triste à le dire. Il y a des cultures qui peuvent pousser plus facilement des individus à commettre des crimes, des délits, à agresser sexuellement des femmes, à les violer même, et pour éviter ça, il n'y a pas d'autre choix que de faire le tri, et pour briser ce cycle. Voilà, on n'a pas le choix. C'est ça où on verrait, si on ne fait rien, ce qui pourrait se passer sur le long terme, c'est que la situation en France serait tellement cauchemardesque. Le taux de criminalité, de délinquance va tellement s'amplifier, et en plus avec le taux de natalité, si on continue à laisser les gens comme ça pondre des petits marmots complètement qui plus tard grandiront et adopteront la même mentalité que leurs parents, les pourcentages de chances pour que ces gamins deviennent aussi dégénérés que les anciennes générations de racailles, un jour, ce sera la guerre civile, voilà. Et moi, je veux éviter ça. C'est pour ça que je suis pour la rémigration, l'expulsion et la stérilisation de ces gens, de tout individu nuisible pour la société. Comme ça, sur le long terme, il ne restera que des individus, des gens véritablement civilisés, bienveillants, avec des valeurs, et qui feront que notre société sera très agréable à vivre, qui sera presque à l'image de la Suisse ou du Japon, des pays avec un taux de criminalité très très faible, où il fait bon vivre, où on n'a pas peur de sortir de chez soi pour aller d'un point A à un point B, et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais pour éviter d'aller dans ces extrémités, s'il y a bien une chose qu'il faut titiller, c'est vraiment l'absence d'éducation. C'est vraiment là, c'est là qu'il faut dire, qu'il faut réveiller tout le monde. Regardez tous ces gens qui foutent la merde. Vous avez remarqué quand même que c'est toujours les mêmes, souvent qui seraient. Vous voulez savoir pourquoi ? Voilà, on va vous filer tout ça maintenant. Si vous voulez éviter que ce pays sombre dans la guerre civile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. J'arrête là. C'était une bonne vidéo. Ça fait 44 minutes que waouh. Bon, je vous laisse. Voilà, j'ai arrêté de parler. Et 23h17, je vais aller me coucher. Et je vais continuer à regarder des vidéos demain. Salut.